je voyais faire ces mecs qui avaient l'âge de mon père, mais qui étaient des gamins. Moi, j'ai vu Roger Carrel à quatre pattes devant une barre pendant qu'on faisait un dessin animé pour faire rire les copains. Il se mettait à quatre pattes, il faisait le chien, il faisait très très bien le chien, et il levait la patte, la barre de synchro, c'est comme une barre de tribunal, il levait la patte arrière comme si le chien pissait sur la barre. J'ai vu des trucs, tu te dis, mais des mecs de 60 berges qui font ça, mais c'est génial. Luc Hamet, c'est la candeur de Marty McFly dans, selon Rotten Tomatoes, le meilleur film des années 80, c'est le génie de Mozart dans Amadeus, c'est le kid de Karate Kid, c'est la folie de Roger Rabbit, c'est le charme de Brandon dans Beverly Hills, c'est le présentateur cartoon ambulant de Hanna-Barbera Ding Dong, c'est Ranma 1/2, c'est les Tiny Toons, et c'est tellement d'autres personnages hauts en couleur. Une carrière stratosphérique au doublage avant de s'épanouir dans ses projets personnels et de se consacrer à sa grande passion, le théâtre. Je suis allé le voir à la première de sa nouvelle pièce, Le Coucou, et c'est d'ailleurs sur cette même scène qu'il nous reçoit au Théâtre Edgar. Mesdames et messieurs, attention, légende. Donc tout d'abord, merci de nous accueillir dans un écrin très particulier pour ce podcast, que voici. Nous sommes au Théâtre Edgar, un théâtre qui t'appartient et dans lequel tu joues en ce moment ta dernière pièce, Le Coucou. Pourrais-tu nous parler de cet endroit? Quelle est son histoire? Ce théâtre, il a 50 ans. Il a été créé par Alain Mallet dans les années 70, juste après mai 68, et c'est le berceau du café-théâtre. Peu de gens le savent, mais il y avait la création du concept café-théâtre. C'était en fait une révolution contre la bourgeoisie, c'est-à-dire que les pièces de l'époque, c'était du boulevard, en tout cas dans les théâtres privés, c'était les beaux jours du théâtre ce soir, c'était alors moi un théâtre que j'adore parce que c'est parce que j'ai regardé dans mon enfance le théâtre ce soir que j'ai aujourd'hui un théâtre et que je joue des comédies depuis 43 ans ou 44. Mais le café-théâtre est né après 68 de jeunes acteurs qui ont voulu dire merde au système, comme en 68 beaucoup ont dit merde au système, et voulaient casser les codes. Et alors on a commencé à faire des pièces de café-théâtre, des pièces de couple, des pièces où on se dénudait, des pièces où il y avait deux chaises, deux fauteuils, et encore des fauteuils, non c'est trop, deux tabourets, enfin bon, où il se passait des trucs totalement déments. Et donc il y a eu deux endroits à Paris où est né le concept de café-théâtre. C'est ici, au Café d'Edgar et au Théâtre d'Edgar. Le Café d'Edgar était là. Là où je suis installé sur scène, il y avait un mur porteur entre les deux anciennes boutiques, parce que c'était deux anciennes boutiques. Et à côté, qui était une boutique un peu plus grande, je crois que c'était une boutique de couleurs. À l'époque, on disait ça, une quincaillerie, une boutique de couleurs. C'était le Théâtre d'Edgar. Le Théâtre d'Edgar était un tout petit peu plus grand, soi-disant 80 places. Je ne sais pas où on mettait les gens. Hein. Je pense qu'on les empilait les uns au-dessus des autres. Et de ce côté-là, le Café d'Edgar, c'était 60 places. Et moi, quand je suis arrivé, quand j'ai racheté le théâtre en 2004, j'ai tout cassé. Et j'ai surtout fait un travail de titan, enfin c'est pas moi, c'est les entreprises, et aidé de mes banques, hein, parce que ça a coûté bonbon. J'ai voulu faire un vrai théâtre dans lequel je pouvais mettre des décors. On est dans le décor du Coucou que je joue actuellement, sur une scène de 8 mètres d'ouverture. J'ai voulu faire vraiment du théâtre parce que c'est ma vie et c'est mon désir. Et on a cassé ce mur qui soutenait tout l'immeuble au-dessus. Donc il y a eu deux UPN amenés sur le boulevard Edgar Quinet de 2 tonnes pour reprendre tout l'immeuble au-dessus. Il n'y a pas un poteau dans cette salle et d'où on est, on peut voir, vraiment c'est panoramique et on peut voir très bien le plateau, les acteurs de n'importe quel endroit qu'on est dans la salle. Donc, berceau du café-théâtre, deux cafés-théâtres à l'époque, là je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, le café d'Edgar, théâtre d'Edgar, mais dans la rue d'à côté, rue d'Odessa, dans une rue en sens unique qui n'existe plus, puisque maintenant c'est un immeuble qui s'appelait le Passage d'Odessa, le café de la gare, avec tous les gens qu'on connaît, Coluche, tous les autres. Le café de la gare n'était pas
dans le quartier du Marais, comme il est aujourd'hui. Pourquoi ça s'appelle le Café de la Gare? Parce que dans le Marais, il n'y a pas de gare. Hein. Il s'appelle le Café de la Gare Montparnasse. C'est pour ça qu'il s'appelle le Café de la Gare. Le premier Café de la Gare était juste à côté du théâtre d'Edgar et du Café d'Edgar. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de cet endroit. Pendant 50 ans, ça a été le temple de la comédie dans tous ses états. Et moi, quand j'ai racheté donc les 2 petits lieux, je les ai rachetés qu'à la condition que je puisse les réunir. Donc ça a été fait, ça a été voté en Assemblée générale de copropriété. On a pu réunir les 2 salles. J'ai pu faire le concept du théâtre tel qu'il est aujourd'hui. J'ai juste enlevé le D' pour continuer la tradition, mais il s'appelle maintenant le Théâtre Edgar, pour montrer qu'il y avait une petite évolution. Et puis on est passé du café-théâtre au théâtre, parce que je pense très honnêtement que ce que je produis, ce que je programme en tout cas au Théâtre Edgar, c'est juste au-dessus du café-théâtre, c'est des comédies populaires, de divertissement, ce que j'ai toujours aimé faire et toujours aimé doubler, c'est la comédie. Voilà, donc c'est mon outil de travail, je suis un artisan du spectacle, et c'est un très très bel outil pour pouvoir exercer mon métier. Génial tout ça. Pour t'avoir vu sur scène, on voit bien à quel point tu t'y éclates. C'est l'endroit où je me sens le mieux en tout cas. Ça se voit, franchement ça se voit. Le théâtre c'est ta passion donc, et c'est par ce biais que t'es arrivé dans le doublage, je crois. Alors oui, je suis arrivé dans le doublage en 83. J'étais arrivé à Paris. Mes parents m'avaient dit, moi je suis fils d'ouvrier et ma maman était professeure de français au Havre, donc en province. Donc moi je suis vraiment arrivé dans le métier, je ne suis pas le fils d'eux ou la fille d'eux. Je suis arrivé parce que c'est une passion, c'est même pas une passion, c'est une vocation. Moi, quand j'étais au lycée ou à l'école, je disais je serai comédien ou je me suiciderais. Un truc de dingue quand on a 10 ans, mais c'était ancré en moi et c'était une force plus grande que moi. Donc j'ai fait un petit peu de cours d'art dramatique au Havre, mais franchement, honnêtement, aucun intérêt. Enfin, je veux dire, je n'y ai rien appris. J'ai trouvé ça ridicule. On apprenait à respirer, on apprenait à faire le chat, le chien, le boa et le singe. Bon, je sais faire. Donc bref, je suis parti. Mes parents m'avaient dit, fais ce que tu veux, mais passe ton bac d'abord. Donc j'ai eu mon bac à 18 ans, en ballottage défavorable, parce que je l'ai eu au 2e tour. J'ai jamais rien foutu à l'école. Ça me faisait chier. Ces profs m'emmerdaient copieusement. Je foutais le bordel, enfin bon, bref. Mais j'étais déjà très fourbe. C'est ce que j'aime bien jouer au théâtre, parce que j'avais une gueule d'ange avec mes faussettes. Et alors, il y en a qui se faisaient avoir, il y en a qui me disaient, mais monsieur Hamet, mais vous êtes insupportable. Et je dois dire que je devais l'être. Ça devait être terrible. Parce que je manipulais tout ça, et surtout, je voulais faire rire, quoi. C'est ça qui m'amusait. Mes camarades éclataient de rire en permanence. Je me suis fait coller plusieurs fois, mais je m'en suis toujours sorti, en fait. Je suis toujours sorti. Heureusement, parce que mon père veillait au grain. Donc il fallait que je passe le niveau supérieur chaque année, et en général, c'était de justesse, avec peu mieux faire, quel dommage, quel gâchis. Bon. Les joies de l'éducation nationale. Ça n'a pas beaucoup changé. J'ai élevé mes 3 enfants, et avec ma femme, ma femme qui est un peu comme moi, et qui a autant apprécié que moi l'éducation nationale, et surtout, moi je n'ai rien contre l'éducation nationale, mais contre l'éducation en général, telle qu'elle est faite en tout cas ici en France. On l'a revécu avec nos enfants. Alors on a fermé nos gueules parce que on était parents, donc il fallait quand même que nos enfants se démerdent aussi, comme nous on s'est démerdés. Mais maintenant qu'ils sont grands et qu'ils ont quitté l'école, on leur dit, mais mes pauvres chéris, mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier nous aussi, quoi. Enfin voilà. Donc ça c'était la parenthèse éducation nationale. Et donc j'ai toujours fait du théâtre, que ce soit à l'école, dans les cours de français. J'étais la coqueluche, j'étais le petit favori des profs de français, j'écrivais pas mal. Alors ça, certainement grâce à mon père qui avait interdit la télévision chez moi et le téléphone jusqu'à l'âge de 13 ans.
C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 13 ans, si je voulais téléphoner à mes copines, il fallait que je descende dans la cabine téléphonique en bas. Alors là, il y en a quelques-uns de la nouvelle génération qui vont se dire c'est quoi une cabine téléphonique ? Bon, et jusqu'à 13 ans, je regardais la télé chez ma grand-mère quand j'étais en vacances, c'est-à-dire 2 fois dans l'année, où j'allais chez ma grand-mère et où je dévorais justement le théâtre ce soir. Et je regardais la télé jusqu'à la mire. Alors, pour ceux qui ont connu la mire, c'était ce qui faisait à partir de minuit sur toutes les chaînes de télévision. Il y en avait que 2. Hein. Il y avait La Une et Antenne 2. Et là, je consommais de la télé, mais 15 jours dans l'année. Mais sinon, je lisais. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pris goût à l'écriture, j'ai pris goût à raconter des histoires, j'ai pris goût à tout ça. Donc, quelque part, merci papa. Et même si j'en ai voulu à un moment donné de ma vie, forcément. Parce que dans les cours de récré, on parlait de la dernière émission de télé de la veille, et moi, je ne pouvais rien dire. Moi, je parlais du dernier Oui Oui, ou du dernier Fantomette, du dernier le clan des le Club clan des des- 5. le club des 5 et le clan des 7, j'adorais. Donc voilà, je sais même plus de quoi on parlait en fait. En fait, comment tu as fait pour arriver au doublage depuis le théâtre? Ah, c'est ça. Alors, je me suis perdu dans le Havre. Mais tout va bien. En 81, je passe mon bac d'abord, comme voulaient mes parents. Ça y est, j'ai raccordé. Et le lendemain, mais pas 2 jours après, le lendemain, je prends le train à la gare du Havre, j'arrive gare Saint-Lazare, et je n'en suis jamais reparti, parce que j'avais conscience que si je voulais faire ce métier, c'était à Paris. Même si aujourd'hui c'est un peu évolué, on peut vraiment faire une carrière en province, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup le choix. Je suis devenu assistant de production d'un producteur fantasque, très marrant, qui s'appelait Bob, et qui était producteur de publicité télé, radio, cinéma. On faisait des spots publicitaires. Et moi, j'étais son assistant, son homme à tout faire. Je le suivais partout, je prenais des notes. Il était fantasque, juif pied noir, totalement dément, comme on peut imaginer, mon fils. Mais j'ai beaucoup appris avec lui, parce qu'il avait été lui-même l'assistant de Francis Blanche à Europe 1. Donc, c'était un homme de radio. J'ai beaucoup appris. Et j'ai découvert l'univers des voix. Et j'ai découvert des comédiens avec qui j'ai travaillé peu de temps après. 2 ans ou 3 ans après, j'ai travaillé avec eux. Mais moi, mon boulot, c'était de les convoquer, de prévoir les séances, de convoquer les comédiens à des horaires précis dans les studios. En général, à l'époque, c'était à Europe 1, où il y avait des studios de publicité, Studio 1, 2, 3, 4. Ceux qui connaissent auront un sourire de cette époque bénie, où on enregistrait des pubs. Et dans le studio d'en face, derrière la vitre, c'était Coluche qui faisait les débuts de soirée d'Europe 1. Et puis j'ai rencontré tout le monde à cette époque-là. Tous les gens qui faisaient de la radio, c'était passionnant. C'était encore des gens qui avaient une aura, les gens de radio. C'était des gens qui étaient... Parce que la télé n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui. Il y avait peu de chaînes et la radio était c'était très important. Et en plus, c'était magique parce que c'était des voix et on ne connaissait pas leur visage. Donc moi, j'allais régulièrement à Europe 1 récupérer les autocollants. Je me souviens, j'avais pris l'autocollant de François Divot, à l'époque, qui faisait le hit parade sur Europe 1 à 17h quand je rentrais de l'école. Il était moche comme un pou, François Divot, mais il avait une voix de radio, quoi. C'était génial. Je me souviens de Christian Barbier, qui faisait les nuits sur Europe 1. Je me souviens Harold Kay, qui était un speakerin, en fait, et qui avait été un grand speaker de radio. Enfin bon, bref. Et j'ai découvert l'univers des voix tout en disant à mon producteur dont j'étais l'assistant, enfin mon producteur, le producteur de pub radio dont j'étais l'assistant, parce que ce n'était pas mon producteur, il savait que j'étais acteur et que j'attendais qu'une occasion, c'était de pouvoir travailler en tant que comédien. Donc je lui avais dit, pour l'instant je suis ton assistant, mais le jour où j'ai un one-man show, puisque au Havre j'avais fait 3 one-man shows, mon premier à 16 ans, mon deuxième à 17, mon troisième à 18, et j'étais arrivé dans mon bagage à Paris avec ces 3 one-man shows que j'ai réunis en un, et c'est Bob qui m'a trouvé le titre. Le titre de mon one-man, c'était « Moi je craque, mes parents raquent ».
Donc, quand je me suis senti prêt, j'ai fait un casting d'endroits où je pourrais jouer. Je suis venu ici, je suis venu au Café d'Edgar, je suis venu voir qui je suis venu voir. Nous, on fait où on nous dit de faire. C'était une pièce qui a fait, je crois qu'elle a été jouée 15 ans, avec Stéphane Hillel, avec Michel Bonnet, qui était le partenaire de Stéphane Hillel. Stéphane Hillel, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui a été le directeur du Théâtre de Paris, qui est un acteur, un metteur en scène formidable. Et puis je me suis dit, non, ça ne me plaît pas, c'est pas là que j'ai envie de jouer. C'est marrant, c'est le théâtre que j'ai acheté. Non, mais c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. J'ai dit, non, j'ai pas envie de jouer là. Bon. Et puis j'ai été au Point Virgule, dans le Marais, donc rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. À l'époque, c'était une jeune qui démarrait, qui était déjà pas grande. C'était Mimi Mati. Elle faisait son one-woman show, formidable d'ailleurs. J'assiste à ça. Et je vois ce petit écrin qui ressemblait au théâtre que moi j'aime, le théâtre ce soir, les théâtres à l'italienne, et avec ce petit... Il y a un petit balcon au Point Virgule avec des barres pour pas que les gens tombent. Enfin bon, il y a un côté vachement sympa. Et je me suis dit, c'est là que je veux jouer. Et alors là, j'ai commencé à prendre mon téléphone et à laisser des messages. Je pense que j'ai laissé un message par jour pendant 6 mois. Mais j'en suis sûr, c'est au moins ça. Et je pense qu'un jour, l'un des 3 directeurs de l'époque, puisqu'ils étaient 3 à l'époque, il y avait Christian Varini, il y avait Pierre... comment il s'appelait Pierre, comment... Enfin, ils étaient 3 à gérer le Point Virgule. Et il y en a un qui s'est dévoué en disant, putain, il nous fait chier celui-là, il laisse des messages tous les jours, c'est insupportable. Donc ils m'ont rappelé en disant, voilà, écoutez, on fait une audition, on devait être au mois de mai, pour la rentrée. Vous voulez nous faire votre one-man show, écoutez, venez tel jour à telle heure. Donc je mets dans la confidence une copine qui travaillait à Europe 1, en me disant, est-ce que tu veux bien me faire ma régie? Alors elle me dit, ouais, super, je passe une audition au Point Virgule. Ah ouais, super. Et puis on répète 2-3 fois dans ma petite chambre de bonne. Et puis on se rend au Point Virgule et ils me disent, les 3 étaient là dans la salle, et ils me disent, vous nous faites 10 minutes. Bon, je fais 10 minutes, c'est-à-dire 2 sketchs, parce que c'était 10 sketchs. Je continue, ils ne me disent pas d'arrêter. 3, 4, 5, 6. J'ai fait l'1h10. Et au bout d'1h10, ils m'ont dit, vous commencez le 19 octobre à 20h30. Très bien. Je me suis dit, tiens, j'ai bien fait de laisser un message pendant 6 mois, tous les jours. Et j'ai donc été voir Bob et je lui ai dit, écoute Bob, je te quitte à la rentrée parce que je vais commencer au Point Virgule. Alors là, ça a été catastrophique. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai trouvé dans le ruisseau. Oui. C'est normal, je comprends sa déception. J'étais très efficace. Honnêtement, j'étais très efficace et surtout, j'étais pas cher à l'époque. Donc, et puis moi, je lui ai dit, mais écoute, je vais former quelqu'un d'autre, trouve quelqu'un d'autre. Mais il n'a jamais cru que j'allais partir. Donc, ça s'est mal terminé parce que le 30 septembre, je lui ai dit, écoute, demain, je m'en vais. Comment tu peux me faire ça? J'ai dit, écoute, je t'ai prévenu il y a 6 mois, 4 mois. Et c'est moi qui t'invite à déjeuner ce midi. Et puis bon, il est venu au Point Virgule, tout ça s'est arrangé. Et surtout, ce one-man show a été le départ de tout pour moi, puisque je l'ai joué 3 ans. J'ai fait 22h30, j'ai fait 21h30 et j'ai fait 20h. Et le samedi, comme j'étais le spectacle qui marchait le mieux, je faisais la supplémentaire à minuit. J'ai donc, grâce à ce one-man show, connu beaucoup de gens. Et c'est comme ça qu'on en arrive au doublage. Ma camarade qui m'avait très gentiment fait la régie de mon one-man, qui travaillait à Europe 1, elle bookait les studios, justement, Pub 1, Pub 2, Pub 3, Pub 4, dans lesquels on enregistrait les publicités avec les comédiens, et elle était en permanence en contact avec les acteurs. Et elle était très amie avec Francis Lax. Et elle a dit à Francis, il y a un jeune mec qui est formidable, qui démarre au Point Virgule, tu devrais venir le voir. Dans mon one-man, je faisais 10 personnages et 10 voix différentes. Je passais d'un petit garçon à un grand-père, en passant par une professeure de maths complètement folle, avec un cheveu sur la langue qui parle comme ça, qui parle dingue. Et je faisais plein de voix. Donc Francis est venu et m'a dit, en sortant,
Il m'attendait à la sortie, il m'a dit, on a besoin de vous en doublage. Je lui ai dit, mais moi, monsieur, j'avais 20 ans. Hein. Je lui ai dit, mais moi, monsieur, je ne sais pas comment on fait. On va s'en occuper. Il m'a rappelé le lendemain ou 2 jours après et il m'a dit, voilà, je te donne mon numéro, tu m'appelles tous les soirs à 19h et je te dis où je suis le lendemain. Tu viens en studio avec moi, tu te mets dans un coin, tu prends un personnage. Ça y est, je commence à montrer l'écran, hein, puisque tout le monde sait maintenant, grâce à la télévision, ce que c'est que le doublage avec la fameuse bande rythmo qui défile en bas. Donc tu prends un personnage, tu te le répètes dans ta tête et tu commences à apprendre le synchronisme et à apprendre à lire en place. Donc j'ai commencé à appeler Francis tous les soirs. Bah viens, demain je suis là. Bah viens, demain je suis là. Bah viens, demain je suis là. Et puis à chaque fois, je rencontrais plein de gens. Un jour, je rencontre Roger Carrel. Et je lui dis, mais je fais un one-man show, point virgule. Ah, bah ça m'intéresse ça, mon petit poulet. Ah, bah je vais venir te voir. Il est venu me voir, il m'a dit, mais on a besoin de toi en doublage. Voilà, on n'a pas de jeunes en dessin animé. Il faut absolument qu'on ait des jeunes en dessin animé. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'arriver à une époque où le compagnonnage, comme dans l'artisanat, comme dans l'apprentissage des travaux manuels, existait dans le métier des voix, grâce à des gens formidables, exceptionnels. Et il n'y a pas que Francis Lax et Roger Carrel, qui ont été pour moi mes 2 parrains, mais il y a tous ceux que j'ai connus après, les Dominique Paturel, les Micheline Dax, les... qui y avait encore de gens importants pour moi. Il y en a eu plein, j'en oublie. Mais c'était des gens exceptionnels qui venaient du théâtre, qui en général avaient galéré dans leur vie pendant 30 ans, 40 ans sur les routes de France à faire des pièces de tournée et qui quelque part arrivaient, moi je les ai connus, ils avaient déjà 50, 60 ans, arrivaient à un moment de leur vie où le doublage était une bénédiction. Je me souviens de Roger qui me disait, moi pendant 40 ans, j'ai pas vu mes enfants grandir. Pendant 40 ans, j'étais sur les routes de France et je rentrais chez moi 3 fois dans l'année. Et de faire du doublage, de travailler à Paris et de rentrer dormir chez lui le soir, mais c'était magique. Parce qu'il avait passé sa vie, réveillon compris du 31 décembre et de Noël, sur les planches. Donc ces gens-là, pour eux, le doublage, c'était une bénédiction. Et c'était en plus, non seulement ils gagnaient très bien leur vie, mais ils pouvaient s'exprimer parce qu'à l'époque, on était libre. On n'avait pas les chaînes qui sont extrêmement interventionnistes aujourd'hui, y compris d'ailleurs les productions, enfin les diffuseurs et les distributeurs. On était libre sur l'adaptation, on était libre d'apporter notre humour, on était libre d'apporter ce qu'on était. On avait la possibilité d'improviser. On n'était pas obligé de se dire « Ah non, il ne faut pas dire ce mot-là. Oh là, oh mon Dieu. » Non, il n'y a qu'un mot qu'on n'avait pas le droit de dire, c'est « gosse ». Parce que toutes nos versions françaises passaient au Canada et que les gosses, c'est les couilles. Bon, alors ça m'est toujours resté. On n'avait pas le droit de dire sale gosse. On n'avait pas le droit. Parce qu'en plus, sale gosse, ça veut dire que c'est un mec qui ne se lave pas. Donc voilà, mais des trucs comme ça. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en doublage, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est un dessin animé. Et Francis n'était pas sur le dessin animé. Et c'était Francis qui m'avait mis dessus. Et il m'a dit, mais t'inquiète pas, il y aura Roger. Et je suis arrivé, Roger m'a tout de suite dit, c'est toi le petit Luc? Oui. Alors il m'a préparé l'épaule, il me dit, tu vois, là, le texte passe. Alors toi, tu fais le petit chien, lui faisait la chèvre, moi je faisais le petit chien. Alors tu vois, quand ça passe là, la barre là, hop, quand le mot est passé, hop, tu dois parler. Et quand la fin de phrase est passée, tu dois finir de parler. Mais je savais, mais j'écoutais. Et il était trop mignon, il me dit, de toute façon, quand ce sera à toi de parler, je te ferai une tape sur les Ah, c'est génial. Donc, c'était en bas des Champs-Élysées, ces studios formidables. Lincoln? Non, pas rue Lincoln, c'était rue Jean Mermoz, les studios Mermoz, dans une cour là, un ancien hôtel particulier. Enfin, c'était un truc super sympa. Et le studio du bas, avec Bubu aux manettes. Bubu avec Sagita de maïs, car à l'époque, la loi Evin n'existait pas. L'ingénieur du son avait en permanence un clopo au bec. Il était avec ses trucs. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça va, ouais, super. Bubu, top, mec génial.
Tu as des personnages incroyables, ça n'existe plus aujourd'hui. Et donc Roger me tapait sur l'épaule et à chaque fois que c'était à moi, il faisait tac, hop. Et puis quand il fallait que j'ai fini, il fait tac, comme ça. Ça, c'était mon premier doublage. Voilà. Puis alors après, il y en a eu plein d'autres. Francis m'emmenait partout. J'ai commencé à faire des Youngman 1, Youngman 2, Bartender. J'ai fait, ouais, c'est ça, des petits personnages dans des séries comme La Croisière s'amuse. Non, La Croisière s'amuse, pardon. La Croisière s'amuse, c'est une pièce qu'on a fait ici justement en hommage à La Croisière s'amuse. La Croisière s'amuse, Lapsus révélateur, et évidemment Starsky et Hutch. J'ai un souvenir d'être entre les deux parce que Oh là là, la chance. Francis m'avait dit mets-toi entre nous deux. Alors j'avais quand même Francis Lax, hein, j'avais Hutch. Il disait pas Starsky et Hutch, Francis Lax. Il disait qu'il doublait Hutch et Starsky. Attention. Et il avait toutes les vidéos. Quand tu allais dîner chez lui, il avait toutes les cassettes VHS de Hutch et Starsky. Même si sur la jaquette c'était marqué Starsky et Hutch, lui non, c'était Hutch et Starsky. C'était génial. Et puis évidemment, Starsky, Bah lutin. bah, Jacques, que j'ai appelé cet été pour son anniversaire. Ah, Ouais, il va bien, il se porte bien, il est dans son sud. Et donc, je me souviendrai toute ma vie, ces deux mecs-là, alors moi je suis plus petit qu'eux. Hein. Bon, Francis, c'était pas beaucoup plus grand que moi. Mais c'était un ex-rugbyman, Francis. Il avait des épaules, mais il n'était pas très grand. Et je me souviens, je vais me dire, putain, parce que moi, quand j'étais gamin, je savais même pas que les acteurs américains, ils parlaient anglais. Hein. Moi, ils parlaient français. Ils bah oui. parlaient comme avec la voix de Francis et puis avec la voix de Jacques. Et j'étais avec eux, quoi. Et j'avais un tout petit rôle. Mais ils rajoutaient des trucs. Il y avait rien de ce qu'ils disaient n'était marqué sur la bande. Leur jeu entre eux, c'était celui qui allait terminer la scène. Donc, il y en a un sur l'image, l'un des comédiens, Starsky et Hutch, fermait la porte. L'autre, derrière la porte, puisqu'on ne le voyait plus parler, il pouvait rajouter un truc off pour faire rire l'autre. Et ce qui était génial à l'époque, c'est que la chaîne disait pas non, non, c'est pas conforme parce que là, il parle pas en anglais derrière la porte. On le laissait. Et c'est ce qui faisait tout le charme de ces doublages qui étaient d'abord faits par des gens d'un talent extraordinaire, exceptionnel, et qui avaient un sens de l'humour parce qu'ils avaient joué dans tous les théâtres de France et de Navarre. Ils avaient improvisé, ils avaient joué dans des pannes de lumière, ils avaient joué avec des pannes de son. Ils faisaient des directs à l'époque à la télévision. C'était des gens qui savaient tout faire et qui ne pouvaient pas être démontés. C'est des gens qui... ils étaient chez eux sur un plateau, quoi. Voilà. Et donc j'ai eu la chance d'apprendre avec tous ces gens-là. Et alors, il y a eu l'été hyper important, c'est-à-dire l'été, certainement le premier été après que j'ai commencé au point virgule. L'été, tous les comédiens partent en vacances. Donc tous les jeunes, les voix jeunes, parce que moi j'avais une voix très aiguë, euh, donc je pouvais faire des très jeunes. Les jeunes garçons, moi quand j'ai commencé le doublage, j'étais fait par des femmes. Il n'y avait pas de jeunes garçons. Moi j'ai vraiment été un des premiers. Avec les frères Baugin, on était quelques-uns, mais avoir l'âge de nos rôles. Et les petits garçons dans les séries les plus populaires, c'était... La petite maison dans la prairie. Oui, La petite maison après. Moi, j'ai démarré, mon premier rôle important, c'était l'été, justement, dans La petite maison dans la prairie. Et Jackie Berger. Jackie, Jackie c'est une femme, hein. Mhm. Jackie, il y avait Francette Vernilla. La série culte de l'époque, c'était Huckleberry Finn. Dans Huckleberry Finn, il n'y a que des gamins, et il n'y avait pas un gamin, c'était que des femmes, dont certaines avaient déjà 60 ans. Il y avait Marcel la Jeunesse. Ah ben ça ne s'invente pas. Elle s'appelait Marcel la Jeunesse, elle avait déjà 80 berges, et elle faisait des gamins de 13-14 ans. Parce qu'elle avait quand même une voix un peu plus ado que gamin, hein. Non, mais c'était dément. À l'époque, c'était ça. C'était ça. Et donc, le premier été où j'étais au point virgule,
J'avais fait plein de petits rôles et j'étais prêt. Donc, je travaillais à la Sophie, chez Michel Salva, qui avait été la boîte de son papa, Pierre Salva. Et Pierre Salva dirigeait encore. L'été, il remplaçait les gens en vacances, le vieux père de Michel, Pierre. Et c'est lui qui dirigeait l'été la petite maison dans la prairie. Ah. Et il me prend sur des petits rôles. Et puis il me dit, Monsieur Hamet, oui Pierre, parce qu'il vous voyait, hein, Pierre c'était à l'ancienne école. Vous êtes prêt? Je vais le dire en haut lieu. Très bien, merci beaucoup Pierre. Et le lendemain, Colette de la Sophie, qui gérait absolument tout à ce moment-là, les comédiens, les plateaux, les, 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 les croisillers. Les croisillers, c'est là où on met toutes les scènes et puis on sait qui joue dans telle scène et tout ça. Parce qu'il n'y avait pas de plan de travail à l'époque, on faisait des croisillers. Bonjour Luc. Bon, alors disons, t'es libre demain, parce que, attention, hein, c'est un grand rôle. Alors, déjà, tu fous la pression à un gamin, tu vois. Oui, je suis libre. Mais attention, hein, c'est un grand rôle, tu te sens capable. Oui. Non, parce que Pierre nous a dit que c'était prêt, alors t'as intérêt à être prêt. Bon, T'avais pas le choix. non. Donc je suis arrivé, c'était Pierre qui dirigeait, qui était absolument adorable. Et j'ai fait mon premier rôle important. Et donc j'ai commencé, et puis quand tous les jeunes en place, dont Jackie d'ailleurs, qui est une grande copine que j'ai connue à l'époque, on a fait ensemble 8 ça suffit, qui était une super série. Je me rappelle très bien. Super série, avec Philippe Dumas. Voilà un homme exceptionnel aussi, Philippe Dumas, qui m'a beaucoup appris et qui était un amour, qui gueulait tout le temps, qui était content de rien, mais qui était une crème d'homme. C'était un mec génial. Gargamel, c'est lui qui fait la voix de Gargamel. Philippe Dumas qui avait un truc un peu nasillards comme ça. Et quand ils sont rentrés de vacances, tous, il y avait un petit nouveau, un petit jeune. Alors j'ai pas fait que des amis, mais j'y pouvais rien, hein, Ouais. parce qu'ils se sont dit merde, il va nous piquer une partie du gâteau. Surtout à l'époque, il y avait du boulot vraiment pour tout le monde. Ah ouais. Moi c'était déjà pas très. Le métier est toujours entouré de gens vieux et jaloux, donc puis moi j'étais très jeune, hein, donc qu'est-ce que c'est que ce mec? Il y en a quand même un jour qui m'a demandé si j'étais pas le fils caché de Mitterrand, alors que j'ai jamais couché pour travailler, donc c'est assez impressionnant, mais c'est ce métier, c'est pas grave. Il faut tout pour faire un monde, puis je crois que c'est dans tous les métiers surtout. C'est un peu plus exacerbé chez nous parce que on est quand même une belle bande d'égos, hein, donc les choses prennent plus de proportions, mais en tout cas, moi, c'est que des bons souvenirs. Mais toute cette période, c'est que des bons souvenirs. Et alors, pendant que j'étais au point-virgule, en même temps que le doublage, il y a une autre personne qui est venue me voir, c'est Jacqueline Joubert, grande productrice de télévision, Récréa 2, hein, avec Dorothée. C'est elle qui a fabriqué Dorothée, hein, on peut le dire. Et mon copain Jackie, et tous ces gens-là, Corbier et tout ça. Et qui est venue me voir, qui a dit, mais c'est formidable ce que vous faites, je voudrais que vous présentiez quelque chose sur Récréa 2. C'était en 85, ça. J'ai dit, écoutez, avec plaisir. J'ai été faire un essai, rue Cognac-Jet, ça n'existe plus aujourd'hui. Là, je suis vraiment un vieux con. Léon Zitrone. Ouais, que j'ai connu, hein. Moi, j'ai fait des émissions avec Léon Zitrone. Et dans mes débuts à Antenne 2, parce qu'au début c'était Antenne 2, après c'est devenu France 2. Et on avait fait des émissions de Noël ensemble, parce qu'il y avait tous les animateurs de France Télévisions, enfin de Antenne 2 à l'époque. J'étais à côté de lui, il n'arrêtait pas de me dire « Bon, ça se termine à quelle heure ?» Parce que vraiment, putain, ça me fait chier. Ils font chier avec leurs émissions de merde. Moi, j'étais content d'être là. Lui, ça faisait plus longtemps qu'il était là, ça commençait un peu le faire chier. Mais c'était des bons souvenirs. Et donc, elle m'a pris sur Récréa 2. J'ai passé une audition devant les caméras ancestrales qui étaient plus hautes que moi, avec un truc comme ça, avec le rouge, avec une ampoule rouge carrément au-dessus. Wow. Et j'ai passé mon audition, et puis elle m'a pris, et j'ai démarré. C'est pas un cadeau qu'elle m'a fait d'ailleurs. J'ai démarré en étant annoncé comme le Dorothée bis. Ça, c'est genre le truc à pas faire. Surtout que j'étais très jeune. Et j'ai remplacé Dorothée en direct un mercredi sur Récréa 2. Ça a été ma première émission de télévision. Wow.
Et il y avait à l'époque un mec qui était aux commandes, qui était producteur, mais au sens de la télévision. C'est-à-dire que quand on est producteur à la télévision, on ne dépense pas un copec, on dépense l'argent du contribuable. Et qui s'appelait Willy, et qui aujourd'hui s'appelle William Lémergie, et qui dirigeait tout ça de main de maître. Et ça a été compliqué parce que tous ces gens-là, pareil, pensaient que, en tout cas, qu'est-ce que j'étais, comment est-ce que je pouvais être balourdé du jour au lendemain. Eux attendaient leur moment, et moi j'arrivais du café-théâtre, et je remplaçais carrément Dorothée un mercredi où elle était en concert en Allemagne dans un zénith. Et il n'y en a pas un qui s'est dit peut-être c'est le talent? Non, mais non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a permis de pas avoir la grosse tête. C'est déjà énorme parce que je commençais à avoir un début de grosse tête, mais ça vous calme. Hmm. Donc du coup, la mère Jacqueline m'a fait venir dans son bureau et m'a dit: Mon cher Luc, vous avez compris que vous étiez indésirable en bas. Ce qui veut tout dire, hein, indésirable en bas, les productions étaient en bas. Elle était à l'étage. Donc je vous aime bien. Donc je vous ai trouvé une émission, ça s'appelle Le Manteau d'Arlequin, et tout me ramène au théâtre. Vous allez aller dans tous les théâtres parisiens où il y a des jolis spectacles pour enfants, et vous allez, au lieu d'être présentateur, vous allez rentrer dans le spectacle pour enfants, vous allez être habillé en arlequin, et vous allez promouvoir les spectacles pour enfants pour que les gens aillent au théâtre. Voilà, et donc j'ai fait ça pendant, je me souviens plus, 2 3 ans. C'était des pastilles produites au sein de Récréa 2. Il y avait beaucoup d'argent à l'époque pour la jeunesse. C'était vachement sympa. On pouvait vraiment faire des trucs sympas. Et on tournait en 16 mm. Hein. On tournait, c'était pas en vidéo. Wow. Hein. Okay. Ah non, mais c'était un truc de... Il y avait de la lumière, il y avait du son. C'était vachement bien. Et donc j'ai fait ça. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Peut-être une question de budget. Et puis en 90... Ouais, 90 ou 89. Christophe Izard, pour ceux qui connaissent de loin, mais qui se disent, mais qui c'est celui-là? C'est le créateur de Casimir, entre autres, hein, parce qu'il a fait énormément d'émissions jeunesse. Les visiteurs du mercredi, enfin tout ça. Et m'a appelé en me disant, voilà, je recherche quelqu'un, un comédien, capable de faire plein de personnages, Je sais où ça va. plein de voix. J'ai su après coup qu'il avait casté tous les gens du Splendide, mais qui avait demandé beaucoup trop cher. Et je cherche quelqu'un, est-ce que vous voudriez bien venir à la Plaine Saint-Denis? C'était les tout débuts de la Plaine Saint-Denis, pour faire un casting, machin. Et nous avons créé ensemble, je peux me permettre de dire ensemble, puisqu'on coécrivait les émissions ensemble, et puis j'ai amené ma personnalité multiple, Anna Barbera Ding Dong, de 90 à 96, qui a été un carton sur France Antenne 2 les premières années, 2 premières années, puis après France Télévisions. Et c'était le samedi matin, et pendant les vacances scolaires d'été, et Noël, et Toussaint, et février, et avril, tous les matins. Donc je me suis bien amusé. Je présentais des dessins animés d'Anna Barbera, donc Les Pierres à Feu, que j'avais doublé avec Roger Carrel. Capitaine Caverne et son fils, Roger Carrel. Moi je faisais le fils et Roger faisait... Ah, c'est drôle, tu faisais le présentateur et en même temps t'étais dans les dessins animés. Les Pierres à Feu, Rock et Belles Oreilles, ou Alligator, Satanas et Diabolo. C'était génial. Et j'étais un cartoon au sein de tous les cartoons. Tu viens de parler comment tu étais arrivé sur le projet, comment il était né, mais toi, comment tu as vécu cette aventure incroyable finalement, 6 ans? Ouais, 6 ans d'antenne. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Ça m'a beaucoup apporté. Un gros lâcher de ballon quand même. Oui, ça m'a beaucoup apporté parce que je m'amusais autant que les spectateurs, les jeunes spectateurs qui regardaient l'émission. Alors la période où j'étais à la télévision, Anna Barbera Ding Dong, et puis aussi je suis rentré à Matin Bonheur, qui était une émission phare produite par Monique Cara d'Antenne 2 puis après de France 2, qui avait repéré que je faisais des très bons scores, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ils ne sont pas idiots. Hein. Je faisais des très bons scores, je faisais 35% de part de marché sur
sur Hanna-Barbera. Donc elle s'était dit, les matins bonheur, c'était tous les matins, matin bonheur, du lundi au vendredi. Pendant les vacances scolaires, je vais demander à Luc Hamet de présenter Matin Bonheur. Donc en plus, ce qui était génial, c'est que cette aventure d'Hanna-Barbera m'a amené aussi l'expérience du direct. Matin Bonheur était un direct d'1 heure et demie, où on avait des fiches, parce qu'il n'y avait pas de prompteur. On avait des fiches et j'ai reçu Yves Coppens pour parler de la préhistoire. J'ai reçu des gens très différents. J'ai reçu des chanteurs, des chanteuses. Enfin, il fallait avoir une culture générale. Il fallait avoir du bagou. Voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Ça m'a permis d'improviser. Ça m'a permis C'est un peu comme le spectacle vivant, comme le théâtre. Tout peut arriver en direct. Il y a une caméra qui lâche, il y a un micro qui lâche, il y a un chien qui aboie, enfin, je sais pas, il y avait de la cuisine dans Matin Bonheur, le cuisinier qui fait, un jour, il y en a un qui a fait flamber le truc, le plateau, enfin bon, c'est devenu un gag. Enfin bon, voilà, et c'était formidable. Et puis alors, Hanna-Barbera, je peux le dire, honnêtement, je ne trahis personne, je gérais tout. C'est-à-dire que alors j'ai toujours eu propension, quand je fais quelque chose, je suis tellement perfectionniste que j'ai un peu propension à prendre tout en charge parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je l'ai appris en 60 ans de vie. On peut déléguer, mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à déléguer parce que c'est pas fait comme j'ai envie. C'est mon défaut, c'est comme ça. Donc, mais déjà à l'époque, je voulais tellement faire quelque chose de bien. J'ai toujours aimé faire les choses bien. Donc, et j'avais un producteur d'une grande intelligence qui avait compris parfaitement qui j'étais et qui me faisait confiance. Donc il venait une fois tous les 3-4 tournages. Quand il venait, c'était très sympa parce qu'il venait se marrer. De temps en temps, il venait me voir parce qu'il fallait quand même qu'il dise un truc. Il me disait, fais gaffe à tel endroit. Oui, oui, bien sûr, Christophe. On s'entendait super bien. J'écrivais les textes, il les rewritait. Il y avait des idées à lui. Je rebondissais sur ses idées. On se partageait les choses. On a fait un partenariat formidable. Il me protégeait au sein de la chaîne. Plusieurs fois, ces imbéciles, parce que les gens de télévision n'y connaissent rien en général, ils ne sont pas de notre métier. Je me souviens, j'ai eu une responsable jeunesse qui arrivait de France Télécom. Enfin, je veux dire, elle ne savait pas ce que c'était qu'une émission jeunesse déjà. Alors, elle avait des enfants, donc c'est pour ça qu'elle était tout à fait habilitée à s'occuper des émissions jeunesse. J'ai eu aussi une grand-mère qui faisait écouter, regarder les émissions à ses petits-enfants. Alors, si on plaisait à ses petits-enfants, c'était bien. Si on ne plaisait pas à ses petits-enfants, il fallait changer. Et là, cette personne qui faisait tout regarder à ses petits-enfants pour décider, parce qu'elle n'était pas capable de décider elle-même, s'est aperçue que mon émission, comme je me déguisais et que je faisais, grâce au fond vert, je faisais plein de personnages, je me parlais à moi-même. Ça, c'était assez compliqué à tourner, mais très intéressant, parce qu'il fallait que j'ai des places et que je ne bouge absolument pas, puisque je me parlais à moi-même, mais la personne qui était là, qui était moi, mais dans un rôle de femme ou dans un rôle de petit chaperon rouge, puis j'étais le loup à côté, mais j'avais déjà tourné le chaperon rouge, et puis après, il fallait que je tourne le loup et que je me parle à moi-même, donc il fallait qu'on diffuse le son, il fallait que je me réponde, enfin, c'était très intéressant pour moi, en tant qu'acteur, et elle s'est aperçue que ses petits-enfants ne comprenaient pas que c'était le même qui faisait le loup et le petit chaperon rouge. Tant mieux. Mais nous sommes tous d'accord sur ce fait. Mais elle voulait que à un moment donné, je retire ma perruque pour qu'on comprenne. Enfin, dramatique. Et donc j'étais déjà assez déterminé. Donc j'ai dit, c'est très simple, si on me demande de faire ça, non seulement je ne le ferai pas, mais je ne continue pas à la saison prochaine. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Ça a marché 6 ans. Et puis, mais moi, j'avais pas prévu dans ma vie de faire la télévision. Hein. Moi, j'ai été préempté comme ça du café-théâtre. Et en revanche, je me suis éclaté. Et quand l'émission s'est arrêtée, c'est la énième directrice jeunesse qui a changé. Est arrivée une personne très désagréable, extrêmement désagréable, qui a, comme souvent dans ce cas-là, estimé que tout ce qui avait été fait avant qu'elle arrive, c'était de la merde. Donc elle ne m'a même pas
convoqué. Elle ne m'a même pas, alors que j'étais là depuis 6 ans, et comme j'avais senti un peu l'affaire, j'ai commencé à lui demander des rendez-vous. Euh, la rentrée télévisée, c'est le 20 août. Hein. On commence à faire les émissions pour la rentrée le 20 août. Quand j'ai vu qu'au mois de juillet, on ne me demandait pas si j'étais libre le 20 ou le 21 août, j'ai compris de toute façon que c'était terminé. Et j'ai pas du tout envie de m'accrocher à la télévision. Je voulais pas du tout faire une autre émission. Je voulais en revanche que ça se termine bien. Donc j'ai réussi à la voir fin septembre, début octobre. Là aussi, parce que j'ai vraiment insisté, je me suis fait injurier en disant: vous n'avez pas honte de ce que vous avez fait, me montrant un écran de télévision dans son bureau. J'ai dit: mais vous n'avez pas honte, vous de me parler comme ça? Mais honte de quoi? Je comprends pas en fait. De ce que tu as fait. Bah, honte de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que l'émission Anna-Barbera, c'était ringard, quoi. C'était nul. Ah, dans ce sens-là. Ouais, elle a mis un coup d'arrêt aux animateurs et animatrices jeunesse, ce qui est bien dommage, puisque c'est elle qui a créé Donkey Kong derrière nous, et donc les émissions jeunesse étaient présentées par un gorille animé. Donc, voilà. Donc, bref, au moins ça a mis un point d'arrêt. Je me suis dit: maintenant vous m'écrivez que vous voulez plus de moi. Et puis, ça s'est terminé. Alors, c'est la grande déprime. Parce que quand on a fait de la télévision, votre monde s'arrête à ça, en fait, à un rectangle. Voilà. Vous existez là-dedans. Et si vous n'êtes plus dans ce rectangle, c'est une catastrophe interplanétaire. J'ai mis un petit temps à m'en remettre. En plus, tu étais encore jeune. Enfin, J'avais 27, je me souviens plus. 35 par là. Ouais, j'avais... Non, mon premier fils est né, j'avais 33 ans, et il est né en 96. C'est-à-dire qu'il est né au moment où l'émission s'est terminée. Donc j'avais 33 ans. Voilà. Ouais, donc c'est très jeune encore. Ouais, Pour non. encaisser ça, je veux dire. Oui, bon, ça c'est les aléas de la vie, et puis on s'en remet, hein, on s'en remet très bien. Donc, et puis je faisais pas que de la télé, je faisais du théâtre, je faisais des tournées, et puis je faisais beaucoup de doublage. C'est l'époque où je faisais énormément de doublage. Donc, non, ça a été une expérience formidable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis sur un plateau de télé, ne peut pas m'arriver grand-chose. Alors, il y a les gens qui se souviennent, les gens qui ne me connaissent pas, c'est très marrant. Mais toute la génération qui... Ça, Christophe Izard me l'avait dit. Il m'avait dit: tu verras, quand tu as fait une émission jeunesse, et lui, il n'était pas animateur, il n'était que producteur, mais il y avait son nom. Tous les soirs, tous les mercredis, tous les jeudis, il y avait son nom. Une émission de Christophe Izard. Il me disait: moi, quand je donne ma carte bleue dans un restaurant, le serveur ou la serveuse, qui étaient des jeunes, quand ils voient mon nom sur ma carte bleue, ils font: non, c'est vous, Casimir? Alors, Christophe dit: non, c'est pas moi, je suis le producteur. Mais il me dit: tu verras, ça te suivra toute ta vie. Tu as fait des émissions jeunesse marquantes. Tu es dans l'inconscient, dans l'esprit les gens, quand ils ont vu, quand tu as bercé leur enfance et quand tu as fait une émission jeunesse, c'est formidable parce que cette génération-là, elle te suivra toujours. Et c'est vrai qu'au théâtre, quand je joue au théâtre, régulièrement, on m'en parle. C'est très marrant. Et bien justement, on va refaire un petit retour. Alors, tu vois où je veux en venir d'ailleurs. Donc je vais pas y aller par quatre chemins. Retour à le futur, c'est simplement mon film préféré de tous les temps. Je sais même pas combien de fois je l'ai vu. Quel souvenir tu gardes de cette trilogie? Oh, un souvenir exceptionnel parce que c'est pareil. Je suis pas sûr que j'ai refait un film, et j'en ai fait quand même quelques-uns. Je pense pas avoir refait un film avec une Un impact une tel. richesse. Là, on va parler que du doublage. Une richesse d'acteurs de doublage comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tous les meilleurs de l'époque. Les D'accord. meilleurs. Il y a Richard Darbois, il y a Pierre Athé, il y a le moindre petit rôle, c'est des acteurs formidables. Il y avait Marc de Giorgi à l'époque. Céline Montserrat. Céline, il y avait tous les gens qui ont fait ce film. Je crois qu'il n'y a pas... C'est que des pointures. Ou des gens qui sont devenus des pointures. Mais il n'y a que des pointures. Il y avait une directrice de plateau exceptionnelle, Jenny Gérard, à qui je dois la trilogie de Retour vers le futur et Roger Rabbit. Mais comme par hasard, c'est la même prod et c'est le même réalisateur. Il ne m'a pas choisi par hasard non plus. Et
moi, j'en garde un souvenir. On n'avait pas l'impression qu'on faisait un film dont on nous parlerait 37 ans après aujourd'hui, dont on me parle tous les jours, Hmm. absolument tous les jours, au théâtre, les gens qui viennent me voir, il faut faire des photos, il faut faire des machins, euh, retour vers le Grand Rex, 2000 personnes pendant une semaine, tous les soirs, un truc de fou, un truc de ouf qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais on savait qu'on faisait un bon film. Hmm. Et on s'est beaucoup amusé. C'était malheureusement le démarrage de l'enregistrement, comédien par comédien, piste par piste. D'accord. Mais, comme à l'époque on avait le temps et qu'on était avec Jenny Gérard, tout le monde était convoqué. Ah, On faisait les scènes ensemble, on les répétait ensemble à la d'accord. barre, D'accord. on les enregistrait ensemble, on les écoutait. Et Jenny nous disait, tu vois, là, tu pourrais faire ça comme ça. Là, bah, tu vois, Pierre, là, tu devrais répondre un peu plus comme ça. Puis là, tu vois, Luc, tu pourrais mettre un peu plus de sourire, machin. Et une fois qu'on était d'accord, on s'asseyait et on le faisait un par un. Mais on était sur le plateau tous ensemble. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la plupart des films, même importants, s'enregistrent seuls. Voilà. Donc, ça, c'était sympa. Il y avait une vraie interaction. Et quand on remettait les pistes ensemble, on était tous là. Et s'il y avait une réplique qui répondait pas bien, eh ben, on ne refaisait sur la piste du comédien concerné que ce petit bout-là pour que ça réponde mieux. Et c'était super. Super chouette. C'était une ambiance. On reprenait le plateau qu'à 15h30, 16h, parce qu'on allait tous dîner, déjeuner à l'époque. On allait à la Maison Blanche, qui n'existe plus. Ça vient de fermer il y a 2 ans. J'ai vu ça par hasard avec frayeur, disant mon Dieu, ça n'existe plus. Et on faisait des tablées totalement démentes, mais on revenait sur le plateau. On terminait à 8h, 9h le soir par une coupe de champagne. Parce qu'à l'époque, on terminait les plateaux avec une petite coupe. Oh non, bah tu vas pas rentrer, Luc. Viens prendre une petite coupe avec nous. Maxou, amène les coupes. Maxou était le compagnon de Jenny. Et on terminait dans le bureau avec des coupes. C'était Une autre époque. c'était merveilleux. C'était merveilleux. On s'amusait comme des fous. Comme des fous. C'était vraiment une récréation. On gagnait bien notre vie. Et on s'amusait toute la journée. C'est un truc de dingue. Mais je pense que c'est pas innocent que nous, en regardant, on s'amuse autant. Mais bien sûr. C'est ce que je vis au théâtre. Je joue dans mon théâtre, pas depuis très longtemps, puisque les premières années, je voulais vraiment diriger ce théâtre, le sentir, le ressentir. Je voulais pas mélanger tout. Et j'ai attendu longtemps. J'ai attendu 5 ans pour jouer dans mon théâtre. J'ai pas joué pendant 5 ans. Et là, c'est ma femme qui m'a dit Luc, tu devrais rejouer. Elle a bien eu raison. Et j'ai recommencé il y a quoi c'est Ciel, ma belle-mère, en 2019. Hein. J'ai acheté le théâtre en 2014. Donc oui, j'ai pas joué pendant 5 ans. Et depuis que je rejoue, c'est ce que tous les gens me disent, parce qu'il y a un esprit dans ce théâtre, mais certainement ce même esprit, parce que je l'ai en moi. Ces gens-là me l'ont insufflé, et c'est tellement chouette qu'on a envie de reproduire ça. Et c'est vrai qu'ici, dans les loges, ça se marre. Moi, hier soir, on jouait, il y a une bande de jeunes formidables en ce moment qui jouent. On a essayé de monter Hamlet. C'est des jeunes qui se sont connus au cours Florent. Ils sont 8 sur le plateau. C'est la pièce de Shakespeare, mais ils n'arrivent pas à la jouer. C'est génial. Je les adore. Ils sont très jeunes. Mais ça se marre. Mais ça se marre. Et moi, le premier. Alors, ils ont un peu de respect. Alors, je leur dis, les mecs, arrêtez, je ne suis pas non plus un vieux con. Et on déconne. Alors, moi, alors, ils se foutent de ma gueule parce que j'ai des expressions, évidemment, totalement dépassées. Moi, des fois, je leur demande, mais ça veut dire quoi, ce truc? Voilà. Et c'est ça que j'aime. Et ce qui se passe ici, depuis que je rejoue ici, où j'ai donc contact avec le public en tant qu'acteur, c'est, puis alors, on sent que vous vous aimez bien. Là, la pièce qu'on joue actuellement avec Gérard Vivès et Emmanuel Boidron, le coucou, encore hier soir, il y avait une dizaine de personnes qui nous attendaient à la sortie, qui attendaient surtout Gérard, pour être honnête. Et bah oui, Gérard, il n'a pas joué au théâtre, alors les gens sont contents de le voir au théâtre. Puis il y a un moment qu'il n'a pas fait quelque chose, et il est extrêmement populaire.
et extrêmement sympathique, et C'est vrai. réellement sympathique. Et les gens, sur le trottoir, ils attendaient Gérard, mais quand on sort avec Manu, « Ah, merci, merci !» Ouais. Ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est sympa !» Puis alors on sent que vous vous amusez. Mais oui, mais la comédie, le démarrage, il faut que ça passe entre les acteurs. Si ça passe pas entre les acteurs... Et c'est ce qui se passait en doublage. Euh, Ce que je racontais tout à l'heure sur Francis Lac, sur Roger Carrel, sur tous ces gens-là, Micheline Dax et tous les autres, Marion Gamme, tous les autres, c'était extraordinaire. À l'époque, il n'y avait pas la vitesse rapide, il n'y avait pas de timecode. On ne pouvait pas taper un timecode pour aller à une scène instantanément. On était à la vitesse du film, c'est-à-dire que quand on passait d'une scène du début et qu'il fallait libérer un comédien qui avait une scène à la fin, fallait attendre un quart d'heure. Quand je dis un quart d'heure, des fois une demi-heure pour aller à la fin du film. On ne pouvait pas se mettre à la fin du film. Fallait y aller avec cette fameuse bande rythmo et tout ça. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Tous les comédiens qui étaient là. Alors les Francis Lax, les Carrel, vous imaginez? Les blagues toute la journée. J'entendais des blagues toute la journée, à tel point que moi j'ai jamais... Il y a des gens qui ont du talent pour raconter des histoires et les retenir surtout. Moi je n'ai pas ce talent-là, du tout. Donc quand à l'époque je faisais l'Académie des Neufs régulièrement, j'appelais Francis en lui disant, la veille, quand je savais que j'allais enregistrer à l'Empire l'Académie des Neufs, je lui disais, Francis, tu veux bien me donner 2-3 histoires drôles? Parce qu'il fallait, à un moment dans l'Académie des Neufs, chaque académicien devait y aller de sa petite blague. Bon. Mais je la prenais par cœur, moi. Parce que j'avais qu'une trouille, c'est de ne pas arriver à la... Il n'y a rien de tel que de raconter une blague et d'avoir oublié la chute. Donc, je la prenais par cœur le soir pour le lendemain, et Francis me donnait des blagues. Mais eux, je ne sais pas d'où ils les sortaient, parce qu'ils en racontaient 10 par jour, mais différentes chaque jour. Mais d'où il est... Je regrette de ne pas leur avoir demandé. T'aurais dit oui. Mais d'où est-ce qu'ils sortaient ça? Mais ils racontaient que des conneries. Une petite malle magique. Et voilà, et ils avaient l'âge de mon père à l'époque. Ils avaient 50 ans. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 20 ans. Oui, mon père, il avait au moins 50 ans. Ils avaient l'âge de mon père. Mon père n'était pas rabat-joie du tout. Mais je voyais faire ces mecs qui avaient l'âge de mon père, mais qui étaient des gamins. Moi, j'ai vu Roger Carrel à quatre pattes devant une barre pendant qu'on faisait un dessin animé pour faire rire les copains. Il se mettait à quatre pattes, il faisait le chien. Il faisait très très bien le chien. Et il levait la patte, la barre de synchro, c'est comme une barre de tribunal. Il levait la patte arrière comme si le chien pissait sur la barre. J'ai vu des trucs. Tu te dis, mais des mecs de 60 berges qui font ça? Mais c'est génial. Et tout pour faire rire les autres. Un des grands trucs qu'on faisait quand on faisait des dessins animés la nuit, parce qu'à l'époque, on faisait des séries live dans la journée, on faisait une coupure à 6h30, on changeait de studio en général, et on allait à 20h dans un autre studio qui était sur les bords de Seine au Trocadéro, et qui était un super studio d'ailleurs. Et on passait les nuits là jusqu'à 1h du matin, on faisait des dessins animés. Je faisais Calimero. J'étais le petit lapin dans Calimero. Francis, il faisait le canard. Je sais plus. Arlette Thomas faisait Calimero, bien sûr. Oh non, vraiment, c'est trop injuste. Et on faisait ça avec, pareil, une bande de déjantés. Le truc, c'était celui qui allait payer le pot à la fin. Donc, il faisait tout pour nous faire rire. Le premier qui chutait sur une scène, qui bafouillait ou qui disait pas le bon truc et qui machin, il payait le champagne ou il payait le pot. Donc, même à 1h du matin, on ne se séparait pas. On allait dans une brasserie ouverte, sur les champs ou ailleurs, et on terminait la soirée. On ne repartait pas chez nous après le doublage. On était vraiment ensemble. C'était super, super génial. Tu as parlé de Roger Rabbit, que tu lis quelque part à Retour vers le futur, parce que c'est la même équipe. C'est Zemeckis, Absolument. C'est la même prod, c'est les mêmes auteurs. Des souvenirs, des sensations identiques? Oui. Sachant que le rôle est encore plus fou pour toi? Il est forcément plus fou, puisque le dessin animé permet vraiment de s'exprimer beaucoup plus que quand on double.
quelqu'un qui a une respiration, qui tousse, qui renifle, qui pleure et qui rit, il faut faire comme lui. Sinon, on n'est pas dans ce qu'il fait et donc on fait un mauvais doublage. Puisque le paradoxe de notre métier, c'est qu'on l'a bien fait quand on ne s'aperçoit pas que c'est doublé. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes des comédiens qui ne font que du doublage, c'est qu'ils sont bons quand on voit qu'ils n'ont pas travaillé. C'est compliqué à concevoir dans sa tête. Et il y en a certains que ça a travaillé terriblement. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très sain de faire d'autres choses que du doublage. Le doublage, pour moi, mais vraiment une partie merveilleuse du métier d'acteur, mais il faut faire autre chose. Moi, je parle que pour moi, j'aurais été très malheureux si je n'avais fait que du doublage. Très malheureux. Parce que je ne suis pas fait pour être devant un micro. Je suis fait pour être avec du public, pour le ressentir, pour vibrer avec lui, pour le faire rire, pour qu'il me renvoie les ondes que je lui envoie, qu'il me les décuple. C'est un échange, ce métier. L'échange avec un micro est quand même très, très, très limité. Donc, c'est tout le paradoxe de ce métier. J'aurais eu du mal à concevoir, moi, mon métier uniquement devant un micro. Un petit peu plus tard, ça devait être fin des années 90, début 2000 par là, quand tu as ralenti le doublage, parfois à cette époque on t'aperçoit à l'écran, comme dans Le Placard de Francis Alors, j'ai Weber. pas ralenti le doublage. J'ai décidé du jour au lendemain, c'était mûrement réfléchi, j'ai décidé à 37 ans d'arrêter le doublage. D'accord. J'ai décidé, car je me suis vu, c'est complètement dans le sujet de ce qu'on vient de dire, je me suis vu à 40 devant un micro, je me suis vu à 50 devant un micro, je me suis vu à 60 devant un micro, 70, 80, et je me suis vu mourir, et je me suis dit, quand j'étais enfant, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai pris conscience définitivement, parce qu'il y a longtemps que je m'en doutais et que je le sentais, que c'était une cage dorée et que c'était pas mon métier. C'est-à-dire que c'est un piège, le doublage. On gagne très très bien sa vie. Un acteur n'est pas fait pour être en sécurité. Un acteur, c'est un intermittent au cachet. Il ne doit pas vivre en sécurité. Or, l'être humain est ainsi fait qu'il cherche la sécurité permanente. En vieillissant, on se rend compte que la sécurité n'est nulle part. Il faut se la mettre dans sa tête, la sécurité. Il faut avoir confiance un tout petit peu en soi. Donc, j'en ai parlé avec ma femme parce que je mettais un coup d'arrêt à des revenus très conséquents. Et elle m'a dit, mais t'es con, quoi. Fais ce que t'as envie de faire et t'as raison. Elle-même avait arrêté avant moi, pour d'autres raisons. Pour des raisons, je dirais, personnelles. Donc, du jour au lendemain, le téléphone sonnait avec des copains, des copines, directeurs de plateau ou des secrétaires qui étaient là pour convoquer les comédiens, à qui je disais « Ah mais non, j'ai arrêté ». Et ils éclataient de rire. « Ah bon ? Bah oui. » Luc Hamet, pas doublage, ça percute pas, tu vois. Voilà. Et le gag, c'est que j'ai 60 ans aujourd'hui, que j'ai arrêté le doublage à 37 ans, et que tu vois, toi aujourd'hui, tu es là pour me parler du doublage. Et qu'on m'en parle tous les jours. Non mais... Est-ce qu'il y a une lassitude Pas du tout. Justement, j'allais en venir. Okay. C'est pas un reproche. Ça fait partie de ma vie. Ouais. C'est des moments extrêmement importants dans ma vie. Ça a été beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de rencontres. Moi je le dis, hein, je le dis fréquemment, si j'ai pu acheter ce théâtre, c'est grâce au doublage. Voilà. J'ai fait fructifier ce que j'ai gagné. Le théâtre appartient plus aux banques qu'à moi, mais au moins on m'a fait confiance. Et c'est grâce à tout ça. Donc c'est une construction. Donc souvent les gens me disent « Oh, vous devez être lassé. On vous parle encore de Roger Rabbit. Enfin, on vous parle encore de Retour vers le futur. On vous parle encore de... » Mais oui, mais non, c'est ma vie. Moi, ça ne me gêne pas du tout. D'accord. Du tout, au contraire. D'accord. Du coup, l'image. On t'a aperçu notamment dans Le Placard de Francis Weber. Ouais, c'est un super souvenir. T'as une trajectoire tellement atypique dans le monde du spectacle, c'est assez remarquable.
Quel rapport t'entretiens avec ton image? Est-ce que faire du cinéma pour toi, c'est un jeu aussi amusant que de bondir dans tous les sens en pyjama à la télé? Ou est-ce que tu le fais plus par curiosité et découverte à ce moment-là? Non, à ce moment-là, moi, je suis un enfant. À partir du moment où je suis sur un plateau devant une caméra, je suis un enfant. Je joue. Parce que nous, on joue. On travaille pas, on joue. Et je joue. Je m'éclate. Je m'éclate. Donc quand Francis Weber me fait venir au dernier étage de la Gaumont à Neuilly parce qu'il cherchait son Moreau, directeur de la communication de cette usine de préservatifs dans le placard, dirigé par comment il s'appelle, Rochefort, Jean Rochefort, une de mes idoles. Il me parle comme s'il me connaissait. Il me dit, Luc, je galère. Je n'ai pas trouvé mon Moreau. J'ai fait, je ne sais pas combien de castings. On m'a parlé de toi. Tu as appris le texte? Coup de pression. Oui. Bon, bah, je vais te faire. C'est la scène où je mets le préservatif géant sur la tête de Daniel Auteuil. On va faire cette scène-là. Donc, il fait le rôle de Rochefort. Dans cette scène, il y a Rochefort et il y a Auteuil. Mais c'est surtout Rochefort. Parce qu'Auteuil, il se reçoit le préservatif sur la tronche, il est ahuri. Et puis, je fais la scène. Il me dit, bon, bah, écoute, tu passes au bureau à côté. Il y a le dire prod et tout. Tu te mets d'accord avec lui. Tu as 17 jours de tournage. Bon, très bien. Et puis, on s'est super bien entendu sur le plateau. Avec Francis Weber, on apprend ce que c'est qu'être artiste-interprète. Il est auteur, il dirige son film, il est merveilleux directeur d'acteur. Merveilleux directeur d'acteur. Et un seul truc, c'est pour ça que tout le monde le craint, parce que je vois des interviews avec des stars qui disent c'était ma hantise. Moi, ça n'a jamais été une hantise, Francis. On est dans artiste-interprète, il y a interprète. On est au service de l'auteur et du réalisateur, surtout quand il est aussi bon. Donc, oui, il a une musique de ce qu'il veut entendre. Et bien, c'est à nous de le faire. Moi, je me souviens un jour, on était en pleine prise, il fait couper. J'avais pas l'impression d'avoir. Simplement, il se tourne vers sa script et il lui fait après, je sais pas quel était le texte, après je vous aime, il y a une virgule ou. Ah non, Francis, il n'y a pas de virgule. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Luc, il n'y a pas de virgule après je vous aime. Ok, on l'a refait. On l'a refait. Et Francis m'a appris à ne pas faire de temps dans les répliques. Quand on se parle, là, je vous parle, je ne sais pas depuis combien de temps, j'espère que vous n'êtes pas endormis, on fait certains arrêts pour chercher un mot ou pour ménager un effet. Parce qu'on va dire quelque chose de drôle derrière. On fait un petit temps et hop, on balance le truc. Mais sinon, dans la vie, quand on va chez le boucher charcutier ou acheter sa baguette, comment on parle, on peut parler on peut faire une phrase de 3 lignes sans mettre un point-virgule, sans mettre 3 petits points et sans mettre un point d'exclamation. Et moi, j'ai appris ça grâce à lui. Et c'était très intéressant. C'est vrai que c'est quelqu'un de très exigeant. Je me souviens, on était une belle brochette de mecs dans cette entreprise, puisqu'on était les cadres de l'entreprise, autour de Rochefort, qui était le directeur. Et on avait plein de scènes où on était tous ensemble. Alors, ils avaient installé un jeu. Donc moi, je suis 37, moi, je suis 23, moi, je suis 42. Et en fait, c'était le nombre de prises. C'était celui qui avait fait le plus grand nombre de prises. Et celui qui avait fait le plus grand nombre de prises, c'était Depardieu. Ah, Il était 37. Depardieu, il était 37. Et je suis sûr, le connaissant, je suis sûr qu'il avait fait exprès. Parce qu'ils avaient un numéro très au point avec Francis. Francis ne s'énervait jamais. Gérard, c'est pas le personnage. Et je me souviendrai toujours un jour, un peu comme Cécile B2000, Francis, il était il s'asseyait, c'était des grosses caméras, il s'asseyait en dessous comme ça, il s'asseyait comme ça. Et puis,
ça devait être un gros plan. Alors, il est comme ça, puis tu vois un mec comme ça, sous la caméra. Enfin, tu le vois pas parce que tu regardes pas la caméra, mais tu le devines et il est là. Il dit son texte pendant que tu parles, c'est-à-dire qu'il te double. Alors, c'est assez impressionnant. Et on était tous les deux, je sais pas, c'était un contre-champ ou je sais pas quoi avec Depardieu, je me souviens plus. Et tout d'un coup, on entend. Oh merde! C'était Depardieu qui prend son téléphone. Oui, ma couille. Oui, ma couille. Ben non, là, je suis avec Francis, là, on filme, là, on tourne. Donc, je te rappelle plus tard, hein, dès qu'il y a une pause. Excuse-moi, Francis. Hein. Et là, Francis me regarde, parce que moi, j'attendais. Hein. Il me regarde, il me fait, des fois, je ne reconnais pas mon texte. J'ai trouvé ça génial. Et, et Francis, ça m'a fait vachement plaisir, parce que le nombre de fois où on te dit ça, puis il n'y a pas d'effet, il m'a dit, t'es vachement bien, t'auras un rôle dans mon prochain film. Oh. Et j'ai eu un rôle dans Tais-toi. Alors, il n'est pas grand. J'ouvre le film. Je suis dans la première scène avec le change, là. J'ai plus que des hyènes. C'est tellement drôle de Pardieu qui nous braque. Et l'agent de change. Et il en était malheureux. Il m'a appelé. Il m'a dit, Luc, j'ai pas grand-chose. Je comprendrais que tu refuses. Mais j'ai dit, mais Francis, t'es con ou quoi? Mais je vais payer pour travailler avec toi. Donc, mais la classe, quoi. La classe internationale. Des gens de l'autre côté de la caméra, comme les gens que j'ai connus, les gens dont j'ai parlé, les Lax, les Carrel, c'est la même élégance. C'était des gens élégants. C'est un terme de Marion Gamme, ça. L'élégance. Et je trouve que c'est très juste. Elle parlait notamment dans Les Élégants. Elle a tourné des films avec l'équipe. Elle a Le Cri du Cormoran, Le Soir. Comment c'est ce titre de film totalement dément? Le Cri du Cormoran, Le Soir, Au milieu des joncs ou un truc comme ça. Et c'est Audiard. Et elle parlait de Michel Audiard et de tous les comédiens qui étaient dans le sillage de Michel Audiard. On les connaît tous, hein, les Blier. Elle disait c'était des élégants. Parce qu'elle était jeune comédienne à l'époque. C'était une beauté insensée. Et évidemment, ces mecs-là, ils aimaient les jolies filles, ce qui est certes normal. Mais il y avait un énorme respect. Et voilà, ça fait partie des gens, et j'aime bien ce terme, élégant. Tes one-man show, tu en as eu? J'en ai fait 3 jeunes. Quel souvenir t'en gardes? Encore une autre facette. J'en ai fait un 4e, parce Ah, que mes enfants ne m'avaient jamais vu seul en scène. J'en ai refait un en 2000. Ça s'appelait, c'était complètement dément, ça s'appelait Arriba. Et c'était au théâtre de 10 heures, où je faisais un hommage au doublage d'ailleurs. Il y avait Roger Rabbit sur scène, enfin j'ai fait un truc totalement dément. génial. Pour contenter tous ces gens qui te parlent de Roger Rabbit. Ouais, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé. Je pense que bizarrement, je pense que c'est un exercice de jeune. Ok. Pour l'énergie que ça dégage? Non, Parce que l'énergie, t'en as non, avant. pour le public. Euh, un mec de 60 ans qui fait un one-man show, j'y crois pas. D'accord. Je pense que c'est vraiment un exercice jeune. Par rapport au décalage Le stand-up, le, la relation seule avec le public, c'est vraiment quelque chose. Ou alors, il faut que ce soit un Lucchini qui vient. Et c'est plus un one-man show, il vient dire des textes. Un monologue. Il vient dire des textes Ouais. de la littérature française. Je pense que c'est pas notre place. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un truc du moment. C'est un truc d'atmosphère. C'est un truc de, de génération. Je me vois pas à 60 ans. Pas du tout une question de je suis en pleine forme et dans certaines pièces, je, physiquement, j'œuvre certainement plus que si j'étais seul sur scène. Je pense au Fédo que j'ai joué dernièrement, qui va à la chasse, perd sa place.
où ça court beaucoup, y compris en caleçon. Mais je pense pas que ce soit un exercice de mon âge. Et ça ne me manque pas du tout. Aujourd'hui, j'adore regarder les yeux d'un autre quand on est sur scène. Là, le couple qu'on fait avec le couple comique, hein, c'est pas un couple homo ni un couple dans la vie, bien sûr, mais le couple de scène que nous faisons avec Gérard Vives est génial parce qu'il est pile dans son rôle, je crois être pile dans le mien. Et d'ailleurs, les gens, ça marche. Il me fait peur parce que c'est quand même un mouse costaud qui joue un rôle de gros macho, contrairement à ce qu'il faisait dans Les Filles d'à côté. C'est ça qui est marrant. Et moi, je suis son comptable démuni et émotif, très émotif. Euh, c'est le pied. Hier soir, notamment, on avait une salle formidable, qui est réceptive. On a trouvé des choses qu'on n'avait pas fait avant. Alors, on démarre le spectacle, on en était à la 14e hier. C'est tout neuf, hein? J'étais à la première. Ouais. Et on a trouvé des choses hier dans des moments où on s'était pas regardé avant, qui ont fait rire les gens, parce qu'un regard peut permettre le rire. Il n'y a pas que les répliques. C'est ça qui est magique au théâtre. Mm. Une pièce de théâtre n'est terminée qu'à la dernière représentation. Elle est en constante évolution. Alors après, des fois, elle peut être en déconstruction. J'ai vu des fois des pièces avancées et être massacrées parce que Voilà. bah, pas méchamment, mais les acteurs en font des caisses ou se dévoient ou, ou changent des choses. Mais là, elle est tellement bien écrite, la pièce, que on n'a rien à faire. On a simplement à jouer ce qui est écrit et c'est formidable. Et se regarder. En one-man show, ton seul partenaire, c'est ton régisseur. Je me souviendrai toute ma vie, parce que j'ai joué quand même 1200 représentations de Moi je craque, mes parents raquent. Alors j'ai eu deux expériences grâce à ça. Et j'en ai parlé à des gens qui font du one-man et qui ont vécu la même chose que moi. Donc c'est assez étonnant. La deuxième séance le samedi, tu fais 2 fois ton one-man show que tu connais par cœur, tu l'as joué 1000 fois. La deuxième représentation, tu n'es plus là. Ah. Mais c'est merveilleux, hein. Tu fais tout. Tu fais tes temps. Tu attends les rires. Tu réenchaînes après les rires. Mais tu es ailleurs. C'est-à-dire que tu dis, putain, est-ce que j'ai fermé le gaz? Est-ce que j'ai payé l'électricité? Ma voiture est garée où? Non, mais Est-ce que c'est la fatigue qui amène des ça? choses comme ça. Et à un moment donné, tu sors de ton corps. Mais je ne suis pas du tout ésotérique, hein, ce que je dis. Je l'ai vécu et je me suis aperçu par la suite, pour avoir parlé avec des gens dont c'est le métier, puisque moi, ça a été une période de ma vie, mais il y en a dont c'est le métier, qui font du one-man show toute leur vie. Et pas des moindres, et j'en ai parlé avec certains qui connaissent bien ça. Tu sors, tu te mets au-dessus de toi et tu te critiques. Tu dis, pourquoi tu mets la main là? Ah non, mais c'est un truc de dingue. Et je savais pas que je pensais que c'était moi, que c'était une folie ou un machin, un truc un peu bizarre. Et en fait, c'est arrivé à d'autres, donc je suis pas le seul. Et tu te corriges, mais tu te mets en scène, mais tu te vois, hein, tu te vois physiquement, là, dans l'instant. C'est pas un souvenir, c'est au moment où tu le fais. Est-ce que ça crée une entrave Mais non, c'est un truc de dingue. Wow. Mais pourquoi tu mets la main dans ta poche à ce moment-là? C'est ridicule. Et alors, autre chose, plus chiant. T'as un énorme rire, un truc où il y a toujours un rire, hein, parce que quand on a l'habitude de jouer une pièce ou un one-man show, on sait très bien où les choses se posent. Et tout d'un coup, il faut redémarrer derrière. Et c'est soit j'en étais où, Oui. ou pire, est-ce que je l'ai déjà dit? Parce que comme tu as joué avant à 10h30, Bien sûr. tu l'as déjà dit le soir, mais est-ce que tu l'as dit dans cette représentation-là? Là. Ça, c'est des trucs. Et ton seul partenaire, c'est ton régisseur. Et je me souviens tous les jeudis, à l'époque, ça doit toujours être le cas, le jeudi, tu avais la parution des VSD, des Paris Match, et c'était un monsieur qui aimait beaucoup la presse, ce régisseur.
Et alors, au point virgule, la régie, tu vois que ça, parce qu'elle est juste là. Tu as une ouverture comme ça, puisqu'il te regarde du haut de... Il est à l'étage, il te regarde du haut de son truc, puis tu as un rectangle comme ça, éclairé, puis tu vois sa tête. Et notamment les soirs où il y a peu de monde, si tu veux. Jeudi, des fois, c'est pas rempli. T'aimes bien de temps en temps regarder ton régisseur, t'as un copain, quoi, ça t'aide un peu, quoi, tu vois. Et putain, j'entendais. À ce Et point-là, t'entends aussi bien. t'entends tout, t'entends tout. T'es aware, comme dirait Jean-Claude. un acteur américano-belge. Euh, et tu te dis, putain, alors là, moi, ça me faisait péter des durites. Tu sais, putain, tu peux pas me faire ça, quoi. Et le mec, pendant ta régie, mais c'est pareil. Toi, t'es habitué à jouer ton spectacle, mais le régisseur, il en peut plus non plus. Mm. Parce que, mais il connaît par cœur ton Il spectacle. faut un petit laser pour lui mettre dans l'œil. Si c'est pas le moment. Ça, c'est les souvenirs de One Man. Euh, Tu viens cette année de passer une nouvelle dizaine, t'en as parlé. Et pourtant, tu pètes le feu. On dirait que l'âge glisse sur toi comme si de rien n'était. Quel est ton secret? Je n'ai aucun secret. De faire ce qui te plaît? Si j'ai une chose dans ma vie, c'est que je suis resté, je crois, le plus possible enfant. Et que surtout, tous les matins quand je me lève, je suis heureux de vivre et heureux de me lever. Je vais passer une super journée et je vais jouer le soir. Et puis si je joue pas le soir, bah, je vais jouer dans 15 jours. Et, et je suis en forme, j'ai la santé, je ne peux pas me plaindre. Et j'ai une vie que j'ai voulu, avec ses hauts, ses bas, mais je suis heureux, comme dirait Roger Rabbit. Excellent. E-R-E, c'est génial ça. Je suis heureux. E-R-E. Ah. Euh, Avec tout ça, est-ce qu'il te reste encore des défis à relever? Broadway? Alors, des défis à relever, je suis pas... Moi, j'ai jamais été sportif, j'ai jamais fait de sport de ma vie, je n'ai pas du tout l'esprit sportif, je n'ai pas l'esprit de compétition, peut-être parce que j'ai pas envie de perdre, sûrement même. Donc le défi, c'est pas trop mon truc. Mais d'avoir acheté ce théâtre, déjà c'est un défi parce que euh, c'était des sommes quand même très conséquentes. Il y avait d'énormes travaux à faire. Et puis il y avait une inconnue totale. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Comment... Bon. Donc ça, c'est peut-être un défi. Mais si je l'ai fait, c'est parce que j'étais intimement persuadé que j'allais réussir. Alors je ne sais pas où est le défi, où est la confiance en soi, où est la part aussi de culot. Parce que quand je revois ma vie, j'ai eu parfois énormément de culot. Mais c'est ce qui m'a fait réussir aussi. Les fameux coups de fil où t'appelais tous les jours, c'est totalement ça. Et puis beaucoup, beaucoup de perspicacité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quelque chose ici, je ne l'ai pas au cul. Hein. Pugnacité même. Ouais. Donc, est-ce que c'est du défi? Est-ce que c'est de la ténacité? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Alors, dans les prochaines choses, j'aimerais mourir Voilà. en ayant mon nom sur une bouteille de vin. J'aimerais être propriétaire récoltant. Alors, je ne demande pas grand-chose. 1 hectare me suffirait. Mais je voudrais avoir un vin qui ne porte pas mon nom, mais où il y a marqué Luc Hamet, propriétaire récoltant. Ça, si je réussis ça c'est mon prochain truc. Ils le savent tous. Hein. Ils m'ont fêté mes 60 ans. Là, ma femme m'avait fait la surprise de... Je jouais ici. C'était le 1er avril, puisque je suis né le 1er avril. Je jouais le Fédo, qui va à la chasse perd sa place. Et au fond, on voit pas. On voit pas les gens au fond du théâtre. Donc, il y avait toute ma famille. Elle a fait monter mes enfants sur scène à un moment donné de la pièce. Mes enfants, qui sont pas dans la pièce, évidemment, sont venus dire une réplique chacun. Bon, c'était super sympa. Puis à la fin, il y avait beaucoup d'amis. Et puis on a tous terminé au restaurant après. Et ils m'ont tous offert... Ils se sont fait une cagnotte et ils m'ont offert
un stage d'œnologie, parce que c'est vraiment... j'ai envie de faire ça plus tard. Voilà. Donc je ne sais pas quand, mais voilà, c'est ça que je vais faire. Mais le théâtre, je continuerai à en faire parce que c'est vraiment ce que j'aime et c'est peut-être ça qui me tient d'ailleurs en santé et en forme. À mon avis, t'es dans le vrai. Quand on te voit, on peut arriver qu'à cette conclusion. Euh, j'ai l'impression que tu t'amuses encore plus quand il y a un grain de folie chez les personnages. Quel est le truc le plus fou qui te soit arrivé? Est-ce que tu saurais dire? Oh là là, ça c'est compliqué, les trucs comme ça c'est mes enfants qui n'arrêtent pas de me dire et si tu avais fait ça, et qu'est-ce que tu crois que... Ben, je sais pas. Alors là, tu me demandes d'aller fouiller dans mon cerveau Ouais. bien encombré Ce que tu as fait. de 4 pièces, puisque j'en ai 4 dans la tête en ce moment, Oula. que je joue en tournée. Tout est fou finalement un peu dans ton parcours. J'ai fait beaucoup de choses. Il y a un truc complètement dingue, c'est que j'ai construit ma maison. J'étais en train de doubler Retour vers le futur, donc en 83. Ouais, 83 ou 85. 80, non, 83, c'était Amadeus. Que tu as doublé 2 fois, je crois, non? Il n'y a pas eu 2 doublages? Ouais, malheureusement. Ouais. Ah, malheureusement? Oh, oui, c'est terrible de redoubler les films. Quelle horreur. Quelle horreur. Tout ça pour faire une version, mais ça c'est du marketing, c'était parce que c'était une version longue. Oui. Mais si les scènes, moi je les ai vues, les quelques scènes rajoutées, si ces scènes-là avaient été retirées, c'est que vraiment, elles n'avaient strictement aucun intérêt. Ouais. Moyennant quoi, comme on n'avait pas les voix des personnages dans ces scènes rajoutées, puisqu'elles n'avaient pas été doublées à l'époque, puisqu'elles n'étaient pas dans le film, ben on était obligé de tout refaire. Alors, ils m'ont fait l'extrême gentillesse de me garder dans Amadeus, dans Mozart, mais Salieri, c'est plus Jean Topard, quoi, et c'est pas possible. Ouais. Cette version française culte, merveilleuse, exceptionnelle, dirigée par Jacqueline Porel, grande dame du cinéma et de notre métier, redoublée. C'était un goût très amer pour moi. Parce que Jean Topard dans Salieri était tellement exceptionnel. Je ne dis pas que le comédien qui l'a remplacé n'était pas bon, puis il n'a rien à voir là-dedans. Mais non. Et d'ailleurs, ce qui me rassure, c'est que Amadeus est régulièrement rediffusé. Il est encore passé il n'y a pas longtemps sur Arte. Et comme par hasard, c'est la version française, la première version qui passe. Ça, c'est formidable. Non, pour en revenir à ta question, le truc le plus fou, il m'en est arrivé des trucs, mais c'est le culot que j'ai pu avoir, par exemple, en 83, d'acheter un terrain et de faire construire ma maison, alors que j'avais pas d'argent. Enfin, j'avais de l'argent. Je commençais à bien gagner ma vie, mais j'ai fait des trucs qui n'étaient pas de mon âge, quoi. Et puis si j'avais pas fait ces choses-là, j'en serais pas là aujourd'hui aussi. Enfin, tout ça, c'est une construction qui se fait avec ce que tu es, avec tes rencontres, avec tes rêves, avec... puis il y avait un besoin de s'affirmer aussi très important chez moi. Une espèce d'envie de faire. J'ai toujours eu l'impression que la vie était très courte et qu'il fallait vraiment en profiter. En fait, c'est marrant, depuis que je suis petit. Moi, je m'ennuyais au Havre. Je m'ennuyais. Moi, j'ai une enfance terrible parce que je me suis ennuyé toute mon enfance. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir. Je voulais faire ce métier, mais depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par faire des spectacles de marionnettes, moi. Mais j'avais 4-5 ans. J'avais un Castelet et je fabriquais mes marionnettes. Et j'étais déjà producteur et réalisateur sans le savoir, puisque je mettais en scène mes histoires de marionnettes. Et il y avait des petites marionnettes qui passaient avec des petits panneaux Maminova. Il y avait de la publicité dans mes spectacles. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est rigolo. J'ai toujours eu ça en moi. Est-ce que tu sais quelle mouche t'a piqué, justement? Mais non, je sais pas. Comment c'est arrivé? J'en sais rien. J'ai rien. Ouais. Il n'y a pas eu un déclic, il n'y a pas eu quelque chose? Dans les communions, quand j'étais gamin, je faisais des tours de magie, je montais sur les tables, je faisais des sketchs.
J'imitais à l'époque, c'était la grande époque de Zouk, qui était une one-woman show exceptionnelle, une Suisse. Je faisais des sketchs de Zouk, en prenant la voix de Zouk, je me souviens. Elle faisait un petit garçon, une petite fille, faisait oh, une fourmi. Tu te souviens pas de ça? Tu vas où, la C'était quelle fourmi? année? Tu vas à l'école? Paf. C'était quelle année, tu sais? Oh là là, c'est les années 70. J'ai vu beaucoup de gens sur scène. J'allais au théâtre au Havre. Il y avait un programme culturel abordable. À l'époque, c'était une ville de gauche, c'était une ville communiste, le Havre. Donc, il y avait une maison de la culture, qui a toujours d'ailleurs. Et j'allais. Mes parents sortaient, allaient au théâtre. Mon père m'emmenait au cinéma. J'ai vu tous les Deux Funès. J'ai vu tous ces gens-là me faisaient rêver. Mais Et c'est pas ça qui a fait que... ça a nourri sûrement, Ouais. mais je voulais faire ce métier depuis toujours. Aussi loin que je remonte, je voulais faire rire les gens et être comédien. C'est comme ça. Il y a bien des gens qui rêvent d'être prêtres, C'est vrai. mais c'est un truc incroyable. Tu as des filles qui rêvent d'être enfermées dans un couvent. Ça existe hein, en 2023, hein, Ouais. et qui veulent se retirer du monde pour prier. Ben, moi, je trouve ça génial. C'est ce qu'on appelle une vocation. Hein. Absolument. Te parler, c'est un peu comme feuilleter une encyclopédie. Oh, c'est très beau ce que tu viens de dire. Alors, pas Wikipédia, mais une en papier. Et du coup, pour conclure, aurais-tu une histoire ou une anecdote amusante ou incongrue à nous raconter sur tes années d'artiste? Alors, je sais que t'aimes pas trop aller piocher comme ça, tu dis... je te demande pas de raconter une histoire drôle, Oh, moi, j'ai vécu plein de trucs. mais c'est pour ça. Alors, c'est pareil. Ou deux ou trois, mais... Oui, non, mais tiens, bah, là, un des trucs les plus déments qui nous est arrivé, c'est ici. Ça te fait la troisième. C'est le premier samedi du coucou. C'est-à-dire qu'on a commencé le mercredi, jeudi, vendredi. C'était la quatrième. J'arrive au théâtre. On met le décor en place. On vérifie les accessoires, les machins. Et Ricardo, le régisseur, vient me voir et me dit Luc, j'ai un problème, le son passe pas. Je me suis dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? On va dans la régie. Et puis il me dit tu vois, je connecte, on a un logiciel qui s'appelle QLab pour diffuser la musique dans les baffles. Il me dit je pense que c'est le cordon, machin. Évidemment, on est samedi soir, il est 9h moins 10, le spectacle est à 21h. Je peux pas aller à la FNAC. Personne. Et puis de toute façon, c'est fermé. Ou ça va fermer dans 5 minutes. Bon, alors écoute, tu débranches tout, tu rebranches, tu enlèves l'ordinateur, tu remets l'ordinateur, tu rebranches les baffes, tu machin. Tout ça avec les gens qui arrivaient, le public. Je passe les détails et la transpiration. Hein. Tout le monde, mes camarades de jeu, Gérard et Emmanuel, Gérard Vivès et Emmanuel Boidron, déconnant, rigolant, les gens qui parlent fort dans le public en attendant le spectacle et tout. Et ils savaient pas encore. Parce que moi, j'essayais jusqu'au dernier moment. Ça aussi, c'est mon rôle en tant que directeur. C'est, même si je joue avec eux, c'est d'essayer de leur épargner ce genre de choses. Et puis, à un moment donné, il faut que je prenne une décision. Il est 9h03, 9h04. Et il n'y a toujours pas de son. Donc je descends dans les loges, je vais les voir, je leur dis bon. Alors là, ils voient tout de suite qu'il y a quelque chose, parce que c'est pas le Luc qu'ils connaissent. Bon, alors, on n'a pas de son ce soir. Emmanuel, oh, non. J'ai dit, Emmanuel, ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Gérard, c'est son premier spectacle, c'est sa 4e représentation. Mais comment on va faire? Emmanuel, comment on faisait aux répétitions? Dans la pièce, il y a des coups de téléphone de ma mère, qui sont enregistrés par une comédienne, qui sont diffusés. Elle est censée me parler dans mon téléphone, en FaceTime. Tu vas faire ma mère. Gérard, il y a ma femme qui m'appelle dans la pièce, Gersande, à un moment donné. Emmanuel est sur le plateau avec moi. Gérard, tu vas faire Gersande, ma femme. Bon, d'accord. Et puis, je vais prendre la parole, là, maintenant.
je vais aller devant le rideau, je vais parler aux gens, je vais leur expliquer qu'on a une panne de son, que dans la pièce, il y a des téléphones, qu'on fera les bruits de téléphone, qu'il y a un interphone, on fera le bruit de l'interphone, qu'il va y avoir ma mère qui téléphone, et que, très important, à 3 reprises dans la pièce, il y a un coup de tonnerre. Ils vont le savoir parce que les lumières vont se mettre à clignoter, ils vont imaginer le coup de tonnerre, et c'est important pour l'histoire de la pièce. Ah ouais, t'as joué transparence totale avec le public. Donc, je suis venu devant le rideau, j'ai raconté aux gens, ils ont commencé à se marrer. Ils pensaient que c'était une blague? Au départ, je leur ai dit non, on a malheureusement une panne de son ce soir, c'est de la connectique, ça nous dépasse complètement, ça va être réglé demain, mais là, je ne peux pas foncer rue de Rennes à la FNAC, c'est trop tard, puis vous êtes là, et on n'a pas du tout envie que vous rentriez chez vous. Alors déjà, de savoir qu'ils ne vont pas voir le spectacle comme il est prévu, mais on va jouer, c'est un énorme soulagement. Et puis après, je leur explique ça. Alors, quand il va y avoir la lumière, vous allez imaginer le tonnerre. Alors, déjà des rires, des machins. C'est Gérard Vivès qui va faire ma femme, mort de rire, machin. Mais on vous souhaite un excellent spectacle, machin. Bon. Commence la première scène. Dans la première scène, il n'y a pas d'effet. C'est Gérard et Emmanuel qui disent qu'ils vont me recevoir à dîner. Ils vont recevoir le comptable de monsieur pour essayer de détourner un bilan financier et pour l'entourlouper. Bon, tout ça, cette scène d'exposition se passe. Et puis moi, je suis censé sonner à l'interphone en bas. Donc, je suis derrière la porte et je fais éclat de rire général. Eux, ils ont du mal à garder leur sérieux. Je crois qu'on a sonné. Donc, ils se lèvent. Bon, et puis après, normalement, je sonne. Parce que j'arrive en haut de là. Je monte l'escalier, j'arrive dans l'appartement. Bah là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'as pas répété tout ça, mais tu le fais parce que le spectacle prime. C'est ça le spectacle vivant. Tout peut arriver tout le temps. Et après, il y a des coups de fil. Donc moi, bah, je fais... Donc Gérard, il prend son téléphone, bah, il fait comme on fait avec le régisseur, hein, le signe, on arrête le téléphone quand on fait ça. Donc moi, je le regarde là, puis quand il fait ça... re-rire, mais sur des trucs où il n'y a jamais de rire, parce que c'est pas drôle. Et on a fait toute la pièce comme ça. Est-ce que tu t'es pas dit, je vais l'intégrer dans la suite? Non, mais les gens passaient une soirée mémorable. On a même eu une critique 5 sur 5 sur Biréduc en disant, malgré la panne de son, on a assisté à un numéro de comédien formidable. Voilà, ce métier est dingue, parce qu'on doit gérer en permanence. J'allais dire l'ingérable. Non, c'est pas ingérable, la preuve, c'est qu'on l'a géré. Mais c'est que ça. Ce métier, c'est que ça. Et alors, les histoires de tournée, on parlait de Marion Gamme tout à l'heure. Je pars en tournée avec Marion et Pierre Bellemare. On faisait un Labiche génial, que je reprends ici en janvier. Avec d'autres comédiens, bien sûr, malheureusement. Le plus heureux des trois, qui est un super Labiche. On était en tournée dans une Volkswagen Caravelle. On est 8. Et je conduis. On arrive à une station-service. Marion était toujours suivie de entre 3 et 5 Yorkshire. Toujours. Donc on avait Roxane avec nous, les autres étaient restés à la maison. Bon. On descend, il y en a toujours un qui prend un café, moi je fais de l'essence. Pierre se fait alpaguer sur le parking par 25 personnes qui le reconnaissent. Il signe 3 bouquins parce qu'ils sont en vente à la station-service. Enfin bon, bref, ça c'est les joies de la tournée, c'est vachement sympa. On remonte tous dans le Caravelle et puis on part. On fait 50 bornes. Hein. Et tout d'un coup, j'entends... Qu'est-ce qui t'arrive, Marion? Roxane, où est Roxane? Qu'est-ce qu'il y a, Roxane? Elle est restée à la station-service. Mais on venait de passer une sortie d'autoroute. J'ai fait 100 bornes. Je suis sorti à la sortie suivante. On est reparti de l'autre côté. Mais il faut retourner dans le bon sens. On est sorti à la sortie après la station-service. On a fait 150 bornes de plus. Et on est arrivé dans la station-service. Roxane était sur son cul, sur la pelouse, elle attendait sa maîtresse. Donc, depuis ce jour-là,
quand je monte dans la voiture en tournée avec les comédiens, je dis toujours « Est-ce que tout le monde est là ?» Est-ce que tout le monde a son chien? Voilà. Eh bien, c'est merveilleux. Donc tu joues ce soir dans pas si longtemps, donc je te le dis pas, mais le cœur y est. Et je te réponds « Je prends », puisque tu sais qu'on ne répond jamais « Thank you ». Il me reste plus qu'à te dire, allez, salut l'artiste.